C'est désormais rentré dans les habitudes car l'édition 3 de la journée porte ouverte projet professionnel étudiant de l'IPNET Institute of Technology s'est tenue le 3 septembre 2022 sur les installations de l'Institut. Cette année, c'est la 3e édition. On a eu 18 équipes, les 18 meilleures équipes sélectionnées pour présenter lors de cette journée porte ouverte projet professionnel étudiant. Bienvenue à notre stand. On fait un système de suivi des interventions. Nous avons remarqué qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui qui font des interventions à distance, qui fournissent des services à distance. On va prendre des exemples simples. Il y a Torocom, il y a Move, il y a Canal, plus et tout. Donc, ils sont obligés d'aller sur le terrain pour pouvoir offrir des services à certains clients. Mais nous avons relevé certains problèmes par rapport au traitement des réponses. Supposons que vous faites une demande aujourd'hui samedi et puis on vous répond la semaine prochaine. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, peut-être que votre demande n'a même pas été reçue. Donc, pour pouvoir éviter ça, pour que ce soit plus simple, nous avons décidé de mettre un système qui s'est défini sur 3 plans. Donc, d'abord, le client peut faire directement ses demandes ici. L'administrateur peut traiter les demandes et les employés maintenant peuvent recevoir les demandes qui ont été affectées, qui l'ont été affectées et aller sur le terrain pour les résoudre. Donc, nous allons vous montrer un peu comment ça marche. Donc, d'abord, nous allons nous connecter en tant que client. Donc ça c'est l'interface d'un client une fois connecté. Donc il y a l'onglet intervention. Dans l'onglet intervention, vous avez les différentes demandes que vous avez faites. Donc elles viendront ici et vous pouvez suivre un peu l'avancement. Par exemple, si vous allez sur l'onglet plus info, vous pouvez voir le pourcentage de progression et les différents équipements qui ont été affectés à votre intervention. Si par exemple pour l'installation de Wi-Fi, on utilise peut-être un routeur, un câble, je ne sais pas quels autres équipements, et maintenant que les techniciens ne l'utilisent pas et qu'ils repartent avec, vous pouvez signaler. Là, vous savez que votre intervention nécessitera ces équipements-là. Maintenant, vous pouvez signaler. Pour signaler, vous faites des commentaires. Pour pouvoir faire une nouvelle intervention, laissez-nous intervenir. Vous décrivez brièvement ce que vous avez comme problème. Donc, vous racontez ce que vous voulez. Et après, maintenant, au lieu d'appeler le service pour leur dire où vous vous trouvez, vous renseignez directement votre localisation. Après vous avoir renseigné les différents éléments là, vous enregistrez, vous sauvegardez la demande. Vous êtes au stand Transaction. Transaction, c'est quoi? C'est une application développée dans le but de vous aider lors de vos transactions Flux et Timoni et vous permet d'appréhender les méthodes des arnaqueurs. Tout en commençant par vous donner des niveaux de risque lorsque une personne vous appelle et par la suite vous pouvez le signaler ou le signaler en tant qu'arnaqueur si c'est le cas et permettre aux autres utilisateurs d'être sauvés de ce fléau. Bon, nous allons vous faire une petite démo de ça. Je vais essayer d'arnaquer ma collègue et on va voir ce que ça va donner. Je lui envoie... Alors je lui envoie un message. Voilà. Je lui ai envoyé un message disant qu'elle a gagné une cagnotte de 1 million à la loterie, d'envoyer une somme donnée avant de récupérer la cagnotte. Et voilà, elle reçoit le message disant qu'elle a gagné à la loterie. Maintenant, l'application analyse le niveau de risque et sort un pourcentage. Maintenant, voilà le pourcentage qui dit que le niveau de la conversation ou bien le message que je viens d'envoyer a un taux élevé d'arnaque. Maintenant, supposons qu'elle est convaincue par ce que je lui ai dit et puis elle veut m'envoyer de l'argent. Là, elle va se connecter dans l'application et aller m'envoyer l'argent. Elle se connecte à son compte. Comme elle est déjà utilisateur, elle a un compte, donc elle se connecte à son compte pour envoyer l'argent. Voilà, elle entre mon numéro et tape la somme que je vais demander. Et après m'avoir envoyé l'argent, elle s'est rendue compte que je suis un arnaqueur. Donc là, elle va me signaler. Donc elle va signaler moi mon numéro. Il faut lui montrer le message de base. À la base, mon numéro est enregistré en tant que Franklin dans son téléphone. Donc maintenant, chaque 2 minutes, l'application se synchronise. Maintenant, si une autre personne signale encore mon numéro en tant qu'arnaqueur, ça devient
automatiquement, pour tous les utilisateurs, mon numéro devient Anaka pour tous les utilisateurs. Ici, vous avez Emeriska Gabla et mon second, Gomila Claver. Donc, nous allons vous présenter notre plateforme que nous avons dénommée MyFood. MyFood, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de gérer les commandes des clients dans un restaurant. La particularité, c'est que c'est disponible dans le restaurant. En telle sorte qu'il peut arriver que des fois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un parmi vous aussi, de se rendre dans un restaurant et vous vous énervez parce que le personnel ne s'est pas vite, ne vous a pas vite satisfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas vite récupéré vos commandes pour vous amener le plat, etc. Ce sont des trucs qui peuvent arriver. Donc, nous avons essayé un peu d'avoir une idée pour essayer de gérer ce problème-là. Donc, dans le restaurant, quand vous arrivez, on vous donne la possibilité de commander les plats vous-même, quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, il va essayer de vous montrer un peu. Ici, on a des vins, des desserts, des boissons, des divers, des résistances. Mais nous allons faire le test avec les plats d'entrée. Donc ici, vous avez la possibilité de commander un plat, de commander un ou plusieurs plats pour constituer votre commande. Maintenant, on vous présente une page où vous avez la liste des plats qui constituent votre commande. Et là-bas, vous avez la possibilité d'enlever de cette liste-là un plat que vous ne voulez plus commander, par exemple, avant de passer à la validation. Là, les informations ne sont pas encore passées au niveau du gérant. Et c'est juste à votre niveau. Donc, vous pouvez essayer d'enlever un plat ou bien le plat que vous voulez dedans. Maintenant, quand vous passez à la validation, on vous pose la question à savoir par quel moyen vous voulez procéder au paiement. Si vous payez en ligne ou soit si vous voulez payer sur place. Quand vous allez vouloir payer sur place, l'information le gérant sera alerté et saura comment procéder pour récupérer l'argent, etc. Si vous voulez payer en ligne, on a voulu intégrer des plateformes comme T-Money et Flouz qui existent déjà, comme d'autres moyens de paiement qui existent. Mais bon, ici, nous avons seulement géré une simulation et nous allons nous concentrer sur le fait de décider de payer sur place. Donc, après tout ça, après la validation, on vous présente un bilan total de tout ce que vous avez commandé. Le nombre de plats total, le total que ça fait en prix, en montant par exemple. Et on vous donne la possibilité de savoir si le gérant a validé votre commande ou pas. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans notre centre. Je me nomme Jean-Yves Vladimir et mon coéquipier. Tous les deux, nous sommes élèves en première année de licence génie logiciel. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une application mobile du nom de PharmaRep. C'est une application de gestion d'une ferme pastorale. En parlant de ferme pastorale, je parle d'une ferme qui s'occupe de l'élevage des moutons, des bœufs, des chèvres, etc. Cette application va permettre aux propriétaires de la ferme de pouvoir enregistrer tous les animaux de sa ferme, d'avoir une liste globale de tous les animaux de la ferme, d'également avoir une liste patrie d'espèces des animaux de la ferme, d'également avoir quelques figures statistiques sur certaines données de la ferme, d'également pouvoir éditer un carnet médical pour chaque animal de la ferme. Bon, sans plus vous faire patienter, on va débuter avec notre application. Voici l'interface de notre application. La première page où on vous souhaite la bienvenue. Donc, on passe à la page d'identification où le fermier va devoir entrer son email puis son mot de passe. Ensuite, le mot de passe. Ensuite, il a juste appuyé sur OK. Là, on tombe sur la première page de notre application. C'est une page qui représente en quelque sorte quelques données statistiques de notre ferme. Sur cette page, on a d'abord un premier camembert. Le premier camembert représente le nombre d'animaux par espèce. C'est-à-dire qu'on prend une espèce, le nombre total d'animaux que cette espèce dispose dans la ferme. Ainsi, avec ce camembert, le fermier pourra estimer le nombre global d'animaux qu'il a dans sa ferme. Avec le deuxième camembert, on a le nombre d'animaux affectés par maladie. Ça représente un peu la situation sanitaire de la ferme. Avec ça, il pourra voir la maladie qui ravage plus sa ferme et ainsi trouver des solutions adéquates pour améliorer son rendement. Ensuite, on va essayer de passer à la deuxième page de l'application. Dans cette page, on a une partie pour lister et pour enregistrer. La partie listée contient en fait tous les animaux qui ont été enregistrés dans la ferme. Donc, ces animaux sont identifiables par leur numéro, puis le type de l'animal qui a été enregistré, c'est-à-dire un mouton, une vache ou quoi que ce soit.
Ensuite, si le fermier veut enregistrer un animal dans la ferme, il suffit qu'il se rende sur la partie enregistrée. Ensuite, il rentre le type qu'il veut enregistrer, le type d'espèce qu'il veut enregistrer. Ensuite, on va faire un petit test. Voilà. Un mouton. On prend un mouton. Maintenant, la date. On choisit la date. Ensuite, le sexe. Étant donné que c'est un mouton, donc il est mâle. Donc là, vous avez une notification qui vous dit que l'animal a bien été enregistré. Si vous ressortez, si vous retenez plutôt la partie listée, il y a un numéro qui s'ajoute automatiquement pour cet animal et ce numéro est observable à la fin de la liste. Donc on a le 011 qui est un mouton, juste là. Ainsi, pour observer maintenant les informations que vous venez juste de renseigner, il suffit de faire un clic sur cet animal et là vous tombez sur cette page. Sur cette page, on a toutes les informations préalablement renseignées. Donc le numéro, la date, l'espèce, le sexe. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dans toute ferme, il y a forcément, des fois les animaux tombent malades. Donc on a relevé que ça serait important de faire un carnet. Donc pour faire un carnet, il suffit de se rendre à la partie carnet. Là on observe que le carnet est vide, puisque l'animal vient d'être créé et donc n'a pas de soin enregistré. Donc pour y enregistrer un soin, on se rend à la table faire un soin. On choisit la date où se déroule le soin. On peut mettre la date d'aujourd'hui. On choisit la maladie dont l'animal est victime. On peut mettre la fièvre puce, c'est une maladie qui attaque généralement les mâchoires de certains animaux. Ensuite, le type de soin. Ça peut être un lavage, une piqûre, une vaccination. On suppose un lavage. Puis la description. Dans la description, on peut mettre toute information qui s'avère utile ce jour-là, comme le numéro du vétérinaire, le nom du vétérinaire ou la progression de la maladie. Toute information qui s'avère utile. Donc, il suffit de faire un petit enregistré. Comme vous le voyez avec moi, la notification qui montre que l'animal que le soin plutôt a été enregistré. Si on retourne sur le carnet, là on voit qu'un nouveau soin vient d'apparaître dans notre carnet. Et donc pour observer les informations qu'on vient d'enseigner, il suffit de faire un petit clic. Et là on a également une page où il y a quelques tableaux où sont notés tous les soins, tous ces soins qu'on vient juste de renseigner. Bienvenue chez Cash App. Donc pourquoi le Cash App? C'est parce qu'on a remarqué que les entreprises, les sociétés ou bien les boutiques oublient parfois d'envoyer les factures aux clients. Okay? Ils ont beaucoup de factures, donc arrivé à un moment, ils peuvent oublier d'envoyer cette facture aux clients. Ce n'est pas de leur faute, on le sait très bien, okay? Parce qu'ils ont des tonnes de factures à traiter. Alors Cash App, qu'est-ce qu'il fait? Cash App leur permet d'automatiser le traitement de leurs factures grâce à Cash App Invoice. Okay? Cash App Invoice, qu'est-ce qu'il fait? Vous créez la facture. Vous mettez les produits, le nom du client, son email, son numéro de téléphone avec les produits, le montant. Vous choisissez s'il doit payer en tranche, combien il doit payer, la date d'échéance, combien de rappels on doit lui faire, etc. Et nous, dans le background, on se charge de programmer les tâches qui vont se déclencher au moment venu. Okay. Et autour de Cash App Invoice, il y a Cash App Transfer qui permet aux clients d'avoir un compte sur lequel ils peuvent déposer de l'argent et utiliser cet argent pour payer leurs factures via le service Cash App Pay et paiement en ligne. Okay. Donc en gros, c'est ce que nous donne notre projet Cash App. Une démonstration. Le Cash App Transfer, c'est une application mobile que pour s'inscrire sur ça, il faut juste un numéro de téléphone valide. Okay, vous fournissez le numéro de téléphone, on vous envoie une confirmation, vous confirmez et puis juste après, vous mettez un code PIN. Pour le transfert, vous disposez d'un seul bouton, vous cliquez sur ça et puis vous rentrez le numéro du bénéficiaire, le numéro du compte qui est le numéro rattaché au compte Cash App plutôt. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, il va aller chercher le compte rattaché à ce numéro et ensuite récupérer ses données personnelles comme le nom, le prénom et l'email si l'utilisateur a fourni tout ça. Donc là, on a le nom, le prénom, le numéro. Ici, on va essayer de faire un transfert de 1000 francs. Maintenant, notre service, il prélève comme frais 1%. Et les 1%, quand on l'ajoute à ces 1000 francs, ça nous fait 1010 francs. Vous cliquez sur suivant et puis vous confirmez. Voilà. Il vous demande d'entrer le PIN que vous avez entré lorsque vous avez fait l'inscription sur l'application mobile. Voilà. Une fois que ceci est fait, il vous
montre les détails et ensuite vous êtes notifié par un message vous disant qu'un transfert a été effectué avec succès. Donc en gros, voici comment fonctionne Cash App. Et le Cash App Invoice, lui, il est destiné aux entreprises, aux sociétés et aux boutiques. Donc vous avez vos produits, là vous créez vos produits, ensuite vous créez vos clients. Voilà. Et puis vous venez sur facture, vous créez votre facture et puis vous programmez vos échéances, vos rappels, etc. Nous sommes des étudiants en deuxième année de licence en génie logiciel. La solution que nous allons vous présenter se dénomme ArchiPNet. C'est quoi ArchiPNet? ArchiPNet est une application web de conception de bâtiments en 3D et de suivi de l'évolution du chantier en temps réel. Généralement, on constate que les architectes ont souvent du mal à représenter fidèlement les plans de construction des clients. Les clients ont aussi du mal à exprimer leurs besoins aux architectes. Et le suivi de l'évolution sur le chantier nécessite beaucoup de temps, d'efforts et de déplacement de la part du client sur le chantier. Donc pour pallier à ces problèmes, nous avons mis en place une application web, ArchiPNet, qui permettra à toute personne, non seulement aux architectes, mais également aux clients, de pouvoir représenter leurs plans, les conceptions virtuelles de manière simple et facile, comme un jeu d'enfant. Donc ArchiPNet permettra à tout client de pouvoir créer un projet de construction, ajouter des intervenants à son projet, à savoir l'architecte, l'ingénieur génie civil, le chef chantier, ainsi que les ouvriers. ArchiPNet permettra également à tout client de pouvoir aménager son bâtiment, faire la conception virtuelle, faire le devis du bâtiment et pour finir, faire la planification des travaux sur le chantier et le suivi de l'évolution sur le chantier. Donc nous allons passer à la présentation de notre application. Et pour vous montrer l'efficacité, nous allons dans un premier temps créer un projet de construction et dans un second temps représenter le plan de bâtiment, le plan de 2D que vous voyez sur l'écran. Donc ça c'est une version originale. Ça c'est une conception que nous avons effectuée également à partir de notre application. Donc vous n'avez pas besoin d'être un architecte, simplement vous vous connectez et vous commencez à dessiner. Et plus tard vous le soumettez à un architecte. Nous présentons une application nommée Calo. C'est une application pour la gestion des compagnies de transport en commun. Donc, nous savons tous ce que c'est qu'une compagnie de transport en commun, un transport en commun et les compagnies comme Sotral, Etrab, etc. Donc, nous avons remarqué qu'ils rencontraient plusieurs problèmes au niveau de la gestion de leurs clients, de leurs tickets, de la programmation de leur voyage. Donc, on a remarqué aussi plusieurs problèmes au niveau des clients. Les clients ont des problèmes au niveau de l'achat des tickets, puisque en fait simple, si je veux effectuer un voyage à Goué, au grand marché, je suis obligée d'acheter les tickets de Sotral au niveau des points de vente de Sotral avant de pouvoir effectuer le voyage. Or que dans le cas où j'oublie ou dans le cas où j'ai perdu le ticket est déchiré, je ne pourrai plus effectuer le voyage. Donc c'est là qu'intervient notre application pour permettre aux compagnies de pouvoir gérer facilement leur personnel, leur bus, leur programmation, etc. Et cette application va permettre aux clients de pouvoir acheter directement ces tickets en ligne. Donc lorsque le client prend l'application, il crée un compte, il se connecte, il aura accès à la liste des voyages programmés par différentes compagnies. Il clique sur le voyage qu'il veut effectuer, il suit les instructions et après confirmation de l'achat, il reçoit un QR code. Donc on va essayer de se connecter rapidement en tant que client pour essayer d'acheter un ticket. Donc lorsqu'on se connecte en tant que client, on a accès à la liste des voyages programmés. Donc là, on choisit si on veut effectuer ce voyage, on va vérifier les détails du voyage. On a la ville de départ, le jour de départ, l'heure de départ, la ville d'arrivée, le jour d'arrivée, l'heure d'arrivée et le prix qui sont renseignés. Donc on clique sur acheter le ticket, on renseigne le nombre de personnes pour lequel on veut acheter le ticket, on renseigne son code secret pour la validation du paiement et on clique sur suivant.
Là, au niveau de cette liste, on a le récapitulatif de tout, du voyage, du ticket et des prix. Donc, lorsqu'on achète le ticket, voilà, on a le QR code qui nous est généré. Voilà, on a le QR code qui nous est généré comme ça. Donc, c'est avec ce QR code qu'on scanne au niveau du bus et les informations sont vérifiées pour nous permettre d'effectuer le voyage. On recevra soit un SMS, soit un email pour nous dire quand le voyage est effectué. 18 projets professionnels étudiants étaient à l'ordre du jour des présentations en présence de plusieurs chefs d'entreprise, de recruteurs ou de chasseurs de tête du Togo et des pays de la sous-région. Alors, les projets professionnels étudiants visent à former des gens qui sont prêts pour l'emploi. Parce que dans une entreprise, on attend qu'ils soient en mesure de résoudre les problèmes. Donc là, les projets, à l'occasion des projets professionnels étudiants, on leur donne des exemples de projets qui les attendent dans les entreprises. Et ils se font aider par les ingénieurs pour les implémenter. Vous êtes au stand administration DNS. À l'occasion du JPOP de cette année, nous avons eu à travailler sur un projet qui s'appelle Administration du nom de domaine, hébergement de la messagerie et du site web. Quasiment toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'un nom de domaine, d'un site web et d'un système de messagerie. Notre projet répond à ce besoin parce qu'une entreprise doit forcément se faire remarquer sur Internet. Et pour qu'une entreprise puisse se faire remarquer sur Internet, il a besoin d'un nom de domaine. Dans une entreprise, pour que le contenu de tout ce qui se fait puisse être accessible par tout le monde dans le monde, il faut forcément un site web. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons eu à héberger un site web, ce qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir l'accéder. La communication étant une base dans toute entreprise, il faut une communication. Et pour implémenter ce côté, nous avons eu à déployer un serveur de messagerie, ce qui va permettre entre deux personnes d'envoyer des messages email. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les tests que nous avons eu à implémenter. Le premier test consiste à accéder au site web sur vos smartphones. Le second test consiste donc à envoyer des messages email entre des utilisateurs connectés au domaine comme les smartphones. Pour ce qui concerne les tests, nous avons eu à implémenter un système de messagerie pour que l'utilisateur et Baba puisse envoyer un message à Abdou. Donc l'utilisateur Epo va envoyer un message à Abdou. Donc nous allons voir tout à l'heure. Donc il écrit, il va écrire le sujet. Et il va mentionner le destinateur. Donc il est en train de m'écrire le message. Donc, comment allez-vous? Donc il va envoyer. Une fois qu'il a envoyé, vous pouvez constater ici que le message est apparu. Donc, nous pouvons lire le message ici. Voilà. Comment allez-vous? Nous sommes le groupe chargé de vous présenter le projet SIEM que nous avons effectué avec une nouvelle solution que nous avions appelée Wazu. Alors, de nos jours, avec l'avènement de la technologie, en fait, nous avons constaté que les activités sont beaucoup plus axées sur ce qu'on appelle les informations ou la donnée. Du coup, face à la quantité volumineuse de ces informations ou de la donnée, la sécurité devient un enjeu primordial. Parce que la sécurité, les atteintes à la sécurité s'accompagnent de pertes financières et parfois même peut aller jusqu'à endommager la réputation. Si nous prenons par exemple l'exemple de la justice où par exemple une preuve a été stockée pour un crime par exemple qui doit être jugé par exemple et que cette preuve a été supprimée ou modifiée, cela pourra compromettre par exemple l'intégrité de l'État.
Et avec l'avènement de la technologie, les systèmes d'information ont beaucoup plus évolué. Jadis, c'était juste des réseaux informatiques composés de switches, de mini-ordinateurs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons des trucs comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets connectés, c'est-à-dire par exemple la montre là, par exemple. Nous avons plein d'autres trucs qui rendent maintenant la surface d'attaque encore plus vaste, ce qui rend la sécurité un peu plus complexe. Et l'engagement d'un expert en sécurité informatique de nos jours pour un système d'information coûte énormément. Ce qui nous amène, c'est dans cette optique que nous avons par exemple choisi une solution de gestion centralisée des informations de manière sécurisée en entreprise, qu'on appelle communément le CIEM, que nous avons réalisé avec Wazu. Sans plus tarder, voilà un peu l'architecture de notre solution. Notre CIEM sera sur un système Ubuntu. Il est composé de 3 trucs, à savoir Failebit, Elasticsearch et Kibana. Elastic, c'est le moteur de recherche et d'analyse en fait. Kibana, c'est lui qui permet de visualiser les données d'Elastic. Et Failebit, c'est lui qui collecte et renvoie les données à notre solution en fait pour l'analyse. Donc du coup, notre CIEM est installé sur un système Ubuntu qui est composé de 3 composants, qui a 3 composants en fait. Failebit, Elasticsearch et Kibana. Elastic, c'est un moteur d'analyse en fait. C'est un moteur de recherche et d'analyse. Kibana, il nous permet de visualiser les données de Elasticsearch. Et Failebit, il nous permet de collecter et de forwarder et d'envoyer les données à notre CIEM en fait. Nous avons ici un switch qui nous permettant d'interconnecter nos agents entre eux. C'est-à-dire c'est le switch qui est là-bas. Et nous avons également un moteur qui nous permet d'accéder à Internet. Un ordinateur qui va mener des attaques. Ok. Vous voyez en bas tout de suite, il y a Authentication Success. Ce qui vous dit que l'utilisateur a été bien logué et qu'il est dans le réseau. Essayez de cliquer sur l'agent. Il nous montre l'adresse IP en fait de l'utilisateur qui s'est connecté à notre réseau. Il nous montre également le nom de l'utilisateur. Manager name, c'est là où c'est le serveur, c'est-à-dire c'est le nom de l'utilisateur du compte qui s'est connecté au réseau en fait. Bienvenue à notre stand numéro 10. Nous sommes étudiants en parcours licence cybersécurité. Auparavant, lorsque vous arrivez dans la plupart des entreprises, vous branchez votre câble à une prise informatique qui marche où le mot de passe du réseau Wi-Fi vous est communiqué et vous avez automatiquement accès au réseau de l'entreprise. Cela est très dangereux dans le cas où un équipement qui est dans un état anormal peut contaminer les autres ressources de l'entreprise. Que toutes les entreprises se dotent d'une solution de contrôle d'accès au réseau, comme Cisco ISE, Identity Service Engine, une solution de contrôle d'accès au réseau que nous avons eu à déployer. Alors, Cisco ISE va nous permettre de vérifier l'état de santé de tous les équipements qui tentent de se connecter au réseau, c'est-à-dire de voir si l'équipement a les bons antivirus requis, a les mises à jour, système requis avant d'accéder au réseau de l'entreprise. Après tous ces contrôles, 3 types d'actions vont résulter. En premier lieu, soit on bloque l'accès au réseau à cet équipement, soit on le soigne automatiquement avant qu'il n'ait accès au réseau. C'est-à-dire on lui fournit les bons antivirus requis, les bonnes mises à jour dont il a besoin. Soit on redirige l'équipement sur Internet. C'est-à-dire qu'il sera sur Internet et s'il se fait contaminer là-bas, il ne pourra pas infecter les autres équipements du réseau de l'entreprise. Moi, c'est Foubou Mathieu, étudiant en 2e année cybersécurité, travaillant sur le projet NGIPS. Bon, c'est quoi le NGIPS? NGIPS, c'est une solution, on peut dire que c'est une solution qui permet de sécuriser un réseau contre des attaques qu'elles peuvent venir d'un réseau externe comme d'un réseau interne. Parce que maintenant, de nos jours, les attaques viennent du même réseau. Vous pouvez être en réseau. Même un gars de l'administration, une personne, un employé de l'entreprise peut attaquer, peut lancer quelques attaques. Et même à l'extérieur aussi, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, notre architecture. Nous avons notre infrastructure là. Nous avons notre DMZ. Et puis nous avons notre réseau local. Notre réseau local est déployé sur la DMZ. Maintenant, si vous regardez sur l'architecture de notre réseau local, vous verrez qu'il y a 2 réseaux. Le réseau externe et le réseau interne. Le réseau externe, c'est le réseau de l'attaquant. Et le réseau interne, c'est le réseau, notre réseau, on peut dire. Maintenant, si vous remarquez, entre les 2 réseaux, il y a un pont, on peut dire. Un pont, ce pont-là, c'est notre solution
Notre solution qu'on aura à déployer sur le point là consiste à bloquer toute tentative d'intrusion, à bloquer les attaques malveillantes. Nous avons eu à travailler sur le projet Microsoft Active Directory. C'est quoi le Microsoft Active Directory? Microsoft Active Directory est une solution de Microsoft. Et c'est cette solution qui permet à toute entreprise, peu importe sa taille, que ce soit une moyenne entreprise ou bien une grande entreprise, toute entreprise aujourd'hui a besoin de cette solution qui s'appelle Microsoft Active Directory. Elle permet de faire quoi? Avec Active Directory, vous avez la possibilité d'avoir une base de données centralisée de tous les employés de l'entreprise. Et ça permet d'optimiser les ressources matérielles, humaines et financières de votre entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec Active Directory, étant donné que vous avez une base centralisée de tout le système, que ce soit matériel et humain, lorsque vous avez par exemple une entreprise qui a 10 étages, au lieu que vous installez chaque imprimante dans chaque étage, on peut déployer une imprimante partagée à travers Active Directory. Et chaque employé peut lancer l'impression et il peut aller récupérer ce qu'il a imprimé. Et ça permet également d'éviter que les employés amènent de l'extérieur les périphériques externes, tels que la clé USB. Parce que quand les employés amènent leur propre clé, avec Active Directory, nous bloquons le système. Tu ne peux pas utiliser ta propre clé. Et ça permet d'éviter, parce qu'avec une clé, on peut faire facilement, on peut attaquer le système de l'entreprise. Et ça permet d'éviter des dépenses que l'entreprise n'a pas eu à prévoir. Et également avec Active Directory, ça permet de mettre en place une politique de sécurité. Ça permet de sécuriser tout le système de l'entreprise. Et ça permet également à votre entreprise de pouvoir optimiser son personnel. Pourquoi? Parce que pendant les heures de travail, au lieu que l'employé soit distrait, au lieu de faire autre chose, on bloque certains sites internet tels que YouTube, tels que Facebook, et il ne peut pas avoir accès à ces sites-là, et il sera concentré pour faire son travail et il sera encore plus productif pour votre entreprise. Nous sommes le groupe chargé de vous présenter le projet portant sur la défense en profondeur. Alors la défense en profondeur, c'est quoi? Aujourd'hui, on fait l'usage d'applications tous les jours. Et ces applications qui sont hébergées sur Internet ont en fait une surface d'attaque plus étendue. Pour pallier au fait que cette surface d'attaque est étendue, on va faire usage d'outils de sécurité comme un firewall. Mais dans notre cas, pour accroître la sécurité, on met en place ici des outils, d'autres outils, enfin plusieurs outils qu'on va mettre en collaboration pour la sécurité de cette application web. Donc ici, on utilise un firewall PF5 couplé avec une sonde Snort plus un reverse proxy, c'est-à-dire Apache plus un WAF, Mode Security, un deuxième firewall FortiGate, puis l'application web qui est elle-même déployée sur un serveur Red Hat durci. Voilà. Comment fonctionne la Deep Defense? En fait, on utilise ici plusieurs outils de sécurité pour garantir la sécurité de cette application-là. Donc en fait, ici par exemple, on a utilisé un firewall. On a couplé avec qui va se charger de filtrer les requêtes qui transitent par le réseau. Mais on l'a couplé avec un IPS qui en fait est un outil qui va permettre de détecter les intrusions dans le système. Dans ce cas, on peut le comparer à la réceptionniste. Donc quand vous passez, elle s'assure que vous avez le droit de passer, tout ça. Et la caméra de sécurité qui est là, et il y a une équipe de sécurité derrière qui s'assure qu'il n'y a pas de mauvaises actions qui se passent. Après, on a un reverse proxy. Lui s'assure simplement que les requêtes qui viennent depuis Internet passent forcément par lui avant d'aller sur le serveur. Et aussi, on lui a donné la force pour permettre de filtrer ces requêtes-là qui passent. Après, on a encore un deuxième firewall. C'est pour ajouter une nouvelle couche de sécurité. Et enfin, l'application elle-même qui est déployée sur le serveur Red Hat, qui est durci pour s'assurer qu'il y ait le moins de failles dans cette application. Ici, nous sommes dans le stand de la voix sur IP associée à la messagerie Exchange. Je suis mademoiselle Nyonchachigri Zakiratu, ma collègue Goudo Fidel et monsieur Akapo Brice. Nous sommes tous en deuxième année de réseau, système et sécurité. Notre solution, c'est une solution de communication qui permet à de nombreuses entreprises de diminuer les frais de communication. À notre solution s'ajoute la messagerie Exchange. Elle leur permettra de communiquer via les emails.
Lorsque vous implémentez notre solution intitulée Elasis dans votre entreprise, vous pouvez communiquer à l'intérieur de l'entreprise gratuitement. C'est lorsque vous voulez communiquer à l'extérieur que vous avez besoin d'une carte SIM que vous payez soit Togocel ou Move que nous configurons pour vous permettre de passer les appels. Dans notre projet, nous ajoutons un système souvent utilisé dans les aéroports pour passer les informations. C'est un appareil qui fonctionne un peu comme le mini BAF. Pour les différents tests, nous avons un site situé à Lomé. Nous supposons deux sièges. Bon, Fuseg qui a beaucoup de sièges, une à Lomé et l'autre à Sokodé. Ceux qui sont à Lomé vont communiquer entre eux sans frais. Ceux qui sont à Sokodé également. Nous avons établi entre le siège de Lomé et le siège de Sokodé pour permettre le passage des appels. Le premier test va permettre... Bon, le premier test que nous allons vous montrer, nous sommes à Lomé et nous communiquons entre nous. Le second test, nous sommes à Sokodé, nous communiquons entre nous. Le troisième test, le fait que ceux de Lomé communiquent avec ceux de Sokodé. Nous avons un quatrième test qui nous permet de communiquer à l'extérieur. C'est-à-dire, vous nous donnez votre numéro quelconque et nous essayons de vous joindre. Les projets professionnels étudiants visent à mettre à la disposition des entreprises des diplômés prêts pour emploi et rompus à la résolution des problèmes, à l'innovation et à la créativité, avec la capacité d'apporter des solutions innovantes. Aujourd'hui, la haute disponibilité est un enjeu majeur des technologies numériques modernes. Autrefois, après un délaissage, une attaque ou autre sinistre, ce qui rendait les infrastructures indisponibles. Suite à ces attentes, il est désormais primordial, voire crucial, qu'elles implémentent une solution de réplication en temps réel qui assure la haute disponibilité de leurs infrastructures informatiques. C'est dans cette logique que nous avons mis en place notre projet qui consiste à la mise en place d'un environnement de réplication en temps réel avec backup en local dans le cloud et reprise des activités après sinistre avec des déclenchements basés sur des métriques. L'objectif principal de notre projet est d'assurer l'autonomie d'un système informatique fictif, d'une entreprise fictive nommée iTech. Dans un premier temps, pour y arriver, nous disposons d'une infrastructure en local, dans un site distant à 100 mètres et dans le cloud. Pour la garantir, nous avons déployé une solution SIEM qui nous arrêtera des activités dans le réseau, un firewall qui filtrera les entrées et sorties du réseau, d'une solution nommée Vim qui nous permettra de faire des backups en local et dans le cloud. Et enfin, nous disposons aussi d'un gestionnaire de parc informatique GLPI qui permettra aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins et avec sa base de données MySQL totalement répliquée. Comme test, nous avons un utilisateur qui a téléchargé une application VLC, un lecteur vidéo. Il va penser qu'il est en train d'installer un lecteur vidéo. Pourtant, c'est un ransomware qui est derrière. Un ransomware qui consiste à crypter, à chiffrer les données de sa machine. Donc, quand l'utilisateur va lancer l'installation de l'application, après l'installation, au cours de l'installation, ça va lui demander d'ouvrir un bloc parce qu'il n'aura plus aucun accès. Donc, même s'il fait OK ou bien il annule, ces données sont totalement cryptées. Il peut faire OK ou annuler, donc ça dépend. Donc, quand il annule, vous voyez immédiatement que ça lui sort le message de ransomware. Ça lui demande de payer à tel nombre en bitcoins, de payer 0,14, 113, 116, 6 bitcoins à l'adresse ci. Sans ça, on ne lui donne pas le mot de passe pour accéder à ces données. Nous pourrons venir vérifier ça sur le système. Vous allez voir que le VLC même qu'il a installé n'est plus accessible. Rien n'est accessible. Même le disque C, nous verrons que ces données ne sont plus accessibles ici. Dans le téléchargement, l'image, ouais, ça va toujours lui demander le Reddit. À chaque fois, il y aura toujours ce document pour lui dire ça. Donc, obligé, grâce à maintenant à nos sauvegardes, nous pourrons restaurer la machine. Donc, c'est ça. Pour restaurer la machine, il suffit simplement d'aller sur notre machine Vim pour restaurer et cela prend un peu de temps vu que c'est la connexion. Notre équipe est chargée de vous présenter le projet Single Sign-On. Single Sign-On est une méthode permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications informatiques en ne possédant qu'à une seule authentification, c'est-à-dire en ne fournissant rien que les identifiants une seule fois, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a apporté à partir de notre projet? Dans les entreprises,
il y a de multiples applications. Et puis, ces applications nécessitent des informations d'identification. Pour gérer ces informations d'identification, les utilisateurs font une mauvaise gestion. Et ils adoptent des méthodes inappropriées qui, d'une part, leur rendent la tâche compliquée et d'autre part, mettent en danger la vie de l'entreprise. Ainsi, pour pallier à ce problème, nous avons déployé une solution SimSci-On. Donc ici, nous avons opté pour une solution hybride. Nous avons notre Active Directory. Donc sur Active Directory, nous avons nos utilisateurs et puis nous avons notre serveur Jump Cloud accessible à partir d'Internet. Donc il y a une synchronisation entre notre serveur Active Directory et le serveur Jump Cloud. Je m'appelle Udaga Robert Josué Kelechi, je suis en deuxième année cybersécurité à IPNet. Nous avons présenté aujourd'hui sur notre projet intitulé UTM ou Unified Threat Management. En français, on a la gestion unifiée des menaces. En fait, notre projet a pour but d'assurer une gestion unifiée des menaces en entreprise ou partout ailleurs où il pourrait être implémenté. Voilà. En fait, pour assurer ce genre de menaces, on se relie à un problème d'économie. En entreprise, pour assurer plusieurs fonctionnalités, on est obligé d'acheter plusieurs périphériques, plusieurs équipements. Avec cette solution, on pourrait tout faire sur un seul périphérique pour réduire les problèmes économiques. Là, c'est notre architecture. Ici, nous avons le serveur web, ici le serveur AD, et ici, nous avons l'Internet, le réseau. Voilà. Ici, nous avons un Ubuntu, genre une route attaquante et les clients. Voilà. On pourrait dire un utilisateur, soit quelqu'un qui s'est connecté ici. Si on prend le web filter, par exemple, quelqu'un qui a accès à Internet et voudrait avoir accès à un site Internet bloqué sur le FortiGate, avec les fonctionnalités ou avec les configurations faites dessus, il ne pourrait pas y avoir accès. Il ne pourrait pas avoir accès à ceci-là. Si on prend le IPS, si on n'arrive pas à, si on ne configure pas, ou soit on ne fait pas de configuration sur le FortiGate à bloquer des trafics entrants, ou soit des attaques, il laisse passer carrément. Une fois qu'il est configuré, une fois que le firewall, soit le FortiGate est configuré, je précise aussi que c'est un firewall de nouvelle génération, là où est instauré le all-in-one, tout se fait dessus en fait. Donc, si tout est instauré dessus, si on configure de telle sorte qu'il ne laisse pas passer les attaques, parce que si on voit un réseau là, on prend tout d'abord ce réseau, on peut dire que si l'attaquant est ici, et il mène une attaque à une machine par exemple là, il pourrait y arriver. Si la configuration n'est pas faite alors. Mais une fois que la configuration est faite, et si elle mène une attaque, elle n'aboutit pas. Nous avons présenté le projet PFSense. Ce projet consiste à la mise en place d'un portail captif pour obliger tout utilisateur qui va essayer de se connecter à Internet dans une infrastructure donnée ou bien dans un réseau quelconque, l'obliger à s'authentifier au travers d'un mot de passe et d'un nom d'utilisateur. Avec notre projet, nous avons la possibilité d'administrer au complet et de façon plus complexe tout un réseau donné. Nous pouvons établir des règles de sécurité avec notre solution pour permettre à tout client qui est infecté ou bien à tout client qui essaie de faire des attaques sur notre serveur de les rediriger ou bien de bloquer ce genre d'attaque. Notre portail captif, là, nous pouvons, comme vous pouvez le voir dessus, nous pouvons mettre en place un projet qui permet de garantir ou bien d'offrir des services de Wi-Fi gratuits ou bien de donner de Wi-Fi pendant 1 heure à durée limitée. Sur notre architecture, là, c'est notre réseau Internet. La connexion va transiter pour arriver au client. Avant que cette connexion n'arrive au client, nous allons obliger les clients qui se trouvent là à se connecter ou bien à s'authentifier sur notre serveur web. Sur ce serveur, nous allons configurer les règles de sécurité et nous allons configurer la page de redirection ou bien le portail captif dont nous avons parlé dans le projet. Au travers de ce moyen, tout client qui essaie de se connecter, via ce set point aussi, nous pouvons permettre aux clients de se connecter en dehors de l'entreprise via les Wi-Fi gratuits 1 heure et autres. Tout client qui va essayer de se connecter va se voir redirigé vers ce serveur-là pour être obligé de s'authentifier et de laisser des traces sur notre réseau.
Des projets en ingénierie logicielle et cybersécurité ont remporté les 3 premiers prix. Transaxure est le premier projet primé. Les ovations, s'il vous plaît. Nous sommes assez surpris et assez joyeux parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui n'ont pas démérité. Nous avons travaillé avec eux, nous avons travaillé ensemble. Donc, nous sommes très heureux d'avoir eu ce prix. Notre projet s'appelle Transaxure. C'est une application mobile que vous pouvez installer sur votre téléphone et vous permettant de pouvoir analyser vos conversations afin de détecter les conversations qui ont un risque d'arnaque. Elle vous permet aussi de pouvoir signaler des arnaqueurs ou des numéros que vous pensez être des numéros d'arnaqueurs afin de limiter le flux. Vous pouvez aussi faire des transactions via Flux et T-Money dans notre application. Donc, bon. L'histoire est un peu particulière parce qu'il y a eu un monsieur à qui nous avons eu personnellement affaire, qui a été victime de ce genre d'arnaque et qui à la suite, bon, malheureusement n'a pas survécu. Donc nous avons pensé à initier ce projet pour lui. Nous pensons le lancer sur le marché parce que pour le moment nous avons déjà une version stable. Mais elle couvre actuellement juste le Togo et les transferts Flux et T-Money. Donc nous pensons par la suite, étant ça à l'international, analysons aussi des messages WhatsApp et des Gmail afin de pouvoir centraliser le truc et avoir un produit fini. Donc ce sera des mises à jour que nous aurons à mettre en place. Il y a 2 prix en ingénierie de logiciel et puis un prix en cybersécurité. Nous-mêmes, nous mettons beaucoup d'accent dans les filières en rapport avec l'ingénierie de logiciel et le développement d'applications. Parce qu'il y a une très forte demande en main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur-là. Et donc on pousse les jeunes à aller vers ces filières. IPNET Institute of Technology est une université qui a remporté de très nombreux prix à l'international et noué plusieurs partenariats grâce à ses formations et filières porteuses. Nous avons obtenu la palme internationale de l'université la plus innovante du Togo. Il y a eu un concours de piratage informatique au niveau de la CEDEAO. Une équipe de 2e année de cybersécurité chez nous s'est présentée. Elle a été classée première au Togo et 7e au niveau de la CEDEAO. Je parle bien d'une équipe en 2e année de licence. Le 27 juillet passé, nous avons été approchés par l'État du Québec, en fait, des chasseurs de tête. Un mois avant, on a signé un contrat de partenariat avec une firme française qui est aussi, eux aussi c'est des chasseurs de tête. Donc l'année passée, il y avait eu un concours en développement d'applications organisé en Égypte, en ligne, et nos étudiants sont sortis premiers du Togo. Donc on est en train de vraiment travailler pour essayer de pousser au maximum, motiver au maximum, pousser les jeunes à se surpasser. Nous avons 8 licences, dont 7 en informatique et puis une licence en électrotechnique et énergie renouvelable. En informatique, on peut diviser les licences en 2 familles. La première famille, réseau, système et cybersécurité. La deuxième famille, c'est ingénierie de logiciel et développement d'applications. Bon, alors, en ingénierie de logiciel et développement d'applications, nous avons 5 filières. Il y a la licence intégrée mathématiques et informatique. Il y a la licence informatique et gestion. Il y a le web design, infographie, multimédia. Il y a le développement web et mobile. Et puis, il y a le génie logiciel. OK? Donc, tout ça, c'est des filières très porteuses. Et nous invitons les jeunes à réellement embrasser les filières informatiques parce que ce soit au Togo, en Afrique de l'Ouest ou hors de notre continent, il y a un besoin très important en main-d'œuvre qualifiée.